Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence matinale ce matin. Je vais donc ouvrir ces 66e journées de l'innovation en biologie médicale en accueillant Grégory Emery, qui est le directeur général de la santé au ministère. Et je vais faire donc un petit peu quelques mots d'accueil pour remercier d'abord de sa présence et ensuite pour excuser Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention qui est actuellement à Lyon aux assises de la médecine spécialisée. Parce que vous savez qu'en ce moment en France, il y a des discussions conventionnelles avec les médecins qui sont... et donc le ministre s'est déplacé ce matin pour ces assises. Donc Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général, Mesdames et Messieurs les présidents, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, l'Égypte, c'est toujours un plaisir de nous retrouver entre tous les acteurs de la biologie médicale et du diagnostic in vitro. C'est aussi un rendez-vous annuel pour faire le point sur notre secteur, sur toutes les innovations nombreuses, sur les évolutions positives et porteuses de promesses, plus rares malheureusement en ce moment, mais aussi sur les difficultés et les menaces qui pèsent sur notre secteur, hélas bien présentes. Chers amis, aujourd'hui, je ne peux faire autrement que de tirer la sonnette d'alarme, encore une fois, concernant la situation des biologistes. Notre profession est en pleine crise d'identité. Après une longue période de restructuration qui a profondément chamboulé le paysage de nos laboratoires et nos structures d'exercice, nous avons pu montrer avec nos équipes tout notre engagement pour la santé publique et toute notre réactivité lors de la crise de la Covid-19. Mais en retour, nous avons été souvent montrés du doigt parce que, évidemment, la consommation des soins a explosé et nous avions, évidemment, un profond sentiment d'injustice dans nos rangs. Pourquoi ce manque de reconnaissance dans notre travail? Une des raisons principales est qu'on ne connaît pas bien, en tout cas pas suffisamment, notre métier de biologiste. Non pas au sein même de nos laboratoires, car nos épis connaissent très bien le rôle central que nous occupons dans l'expertise, la prise de décision, la conduite opérationnelle du laboratoire. Mais aux yeux des pouvoirs publics et des patients, le biologiste s'est laissé en tout cas enfermer et progressivement assimilé à une structure d'exercice sans visibilité évidente pour cette valeur ajoutée médicale qu'il apporte, ce service médical rendu au quotidien. Ce qui distingue bien le résultat brut d'un résultat interprété. Il est donc temps d'arrêter cette confusion, de parler du biologiste plus que de son laboratoire, qui n'est en fait son outil de travail. Aujourd'hui, qui connaît vraiment ce que fait un biologiste? Au cœur de la science et de la technologie, dédiée à la préservation de la santé humaine, la biologie médicale joue un rôle essentiel et historique dans le système de santé français. Mais il ne saura exister de biologie médicale sans biologistes. Ces femmes et ces hommes qui chaque jour, au quotidien, animés par la volonté de mettre leurs compétences au service des patients, consoeurs, confrères et collaborateurs. Il est donc temps de sortir le biologiste de l'ombre, de montrer l'importance de son expertise et surtout de bien faire comprendre combien ses compétences sont adaptées aux gigantesques défis qui attendent notre pays dans les prochaines décennies et qui nécessitent d'avoir une réflexion dans un temps long et pas seulement dans un temps politique aujourd'hui de plus en plus court. Nous avons beaucoup à apporter. Pour rappel, car beaucoup l'ignorent et nous sommes obligés de le rappeler régulièrement, les biologistes sont des médecins, des pharmaciens spécialisés, docteurs en biologie médicale. Pour ceux qui pensent que nous ne sommes bons qu'à signer des résultats rendus par des automates, et même que cela, dans des intelligences artificielles, pourrait nous aider à faire une aide conséquente, le Conseil national professionnel de la biologie médicale, les académies de médecine et de pharmacie et les ordres ont identifié les 20 missions socles de notre profession. C'est ça qui est aujourd'hui notre socle de travail. Et quand on se penche sur ce que nous pourrions apporter en plus, avec les pistes sont très nombreuses. Le syndicat, le STBio, a maintes et maintes fois formulé de nombreuses propositions concrètes, propositions que nous actualisons régulièrement et qui touchent de nombreux domaines. On a parlé du dépistage, on a parlé de la vaccination, de nombreux actes de diagnostic, du suivi thérapeutique.
On devra parler de la téléexpertise, de l'interprétation biologique personnalisée des bilans, de la pertinence des actes et des actions de prévention primaire et de détection précoce des maladies. Je vous épargne ici tous les détails, mais je vous renvoie au dossier que nous avons publié dans cette revue qui est aujourd'hui disponible au Salon. Tout ce potentiel que la profession est prête à mettre au service des patients et des autres professionnels de santé ne demande qu'à être développé. Et pour cela, nous devons absolument avoir deux éléments. Un premier élément que nous souhaitions faire apparaître, c'est-à-dire le fait que le biologiste médical puisse apparaître dans le livre 6 du Code de la santé publique. Et cette question a été posée par un sénateur à l'initiative du syndicat. La réponse est tombée hier soir au JO, je vous la lis in extenso. C'est la réponse gouvernementale. Les biologistes médicaux sont soit des médecins, soit des pharmaciens, la biologie médicale étant une spécialité commune à ces deux filières. Les services du ministère de la Santé ont conscience de la technicité et de l'engagement sur le terrain de ces spécialistes. La mobilisation des services du ministère autour de la biologie médicale et notamment de son attractivité est entière. Cependant, la reconnaissance des biologistes médicaux comme une profession de santé ne peut être une solution à retenir. En effet, les biologistes médicaux sont déjà des professionnels de santé, pharmaciens ou médecins. Une telle proposition reviendrait à créer une nouvelle profession pour laquelle il faudrait définir une formation commune et des règles de déontologie communes. La profession perdrait sa diversité d'origine, qui en fait sa force. Les engagements du gouvernement visant à sécuriser les soins et renforcer l'offre de soins sur les territoires et au plus près de nos concitoyens se poursuivent. À cette fin, à l'attention du gouvernement sur les sujets et portés sur les sujets relatifs à la biologie médicale reste entier. Donc, en gros, c'est une fin de non-recevoir. Le second verrou, effectivement, qui sont abordés, c'est la régulation des dépenses de biologie. Souvent, elles sont perçues par les pouvoirs publics, en tout cas comme une charge, et jamais comme un investissement pour l'avenir et une source d'économie pour la nation. Alors que même nous faisons partie des professions médicales clés pour la prévention primaire et secondaire, qui peuvent limiter le recours à l'hospitalisation et qui, grâce à une prise en charge rapide, évitent des dépenses de santé. Nous sommes un levier de performance et de pertinence, de dépenses de santé. Nous ne sommes pas utilisés dans ce sens et subitons, comme d'autres professionnels de santé, l'absurdité du financement en silo des soins et de la santé. Il est vraiment urgent de changer cette approche. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, sans votre confiance, soutien et compréhension fine des enjeux impactant l'avenir de notre exercice, il sera compliqué d'avancer et espérer conserver notre indispensable attractivité auprès des jeunes pharmaciens et aussi des jeunes médecins. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général, nous comptons sur vous pour bâtir avec nous l'avenir de notre profession. Vous pourrez compter sur nous pour alimenter toute réflexion ou tous les travaux qui sont initiés, et nous avons aussi notre part du chemin à faire. Comme j'ai l'occasion de le dire régulièrement, c'est aussi à nous, biologistes, de continuer à montrer au quotidien notre engagement dans les équipes de soins, dans le suivi des patients, dans nos interactions avec les prescripteurs. Après la phase de restructuration de nos entreprises, un second temps est venu, celui d'investir pleinement notre rôle médical. De nombreux consoeurs et confrères ne demandent que cela, en particulier dans les nouvelles générations. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est une maxime célèbre dans la littérature italienne du XXe siècle qui rappelle aujourd'hui les nécessités d'évolution et d'adaptation dans une réalité mobile et plus que jamais incertaine pour notre profession, mais dont l'engagement reste immuable, être au service de la santé et de l'ensemble de nos concitoyens. Je vous remercie. Donc, Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention a souhaité enregistrer son allocution qu'il nous fait part. Donc, on va pouvoir la diffuser. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, cher François Blanche-Côte, Mesdames et Messieurs. C'est à regret que je ne peux pas être physiquement présent parmi vous aujourd'hui au Palais des Congrès. Il était toutefois très important pour moi d'avoir l'occasion de m'adresser à vous à l'occasion de cette 66e édition des Journées de l'innovation en biologie. En effet, la biologie médicale est une spécialité aussi essentielle dans le quotidien de nos concitoyens que riche de nombreuses perspectives d'avenir, au cœur des transformations de notre système de santé. Les examens de biologie médicale concourent à la réalisation de 60 à 70% des diagnostics posés dans notre pays. La période de crise sanitaire, y compris avec des moments particulièrement difficiles,
a permis au fond de repositionner votre profession dans le système, de mieux se connaître, et elle a notamment constitué un accélérateur pour l'innovation avec de nombreux investissements réalisés qui ont permis d'enrichir à une très grande vitesse l'offre de soins de biologie médicale. C'est donc un contexte et une période foisonnante. C'est pour cela que je me réjouis qu'un nouveau protocole d'accord ait pu être signé entre vous, profession, et l'assurance maladie en juillet dernier. Cet accord va permettre d'apporter la visibilité nécessaire pour la profession des biologistes médicaux sur les évolutions de leur environnement économique jusqu'en 2026. Deuxièmement, il va permettre une évolution soutenable des dépenses prises en charge par l'assurance maladie en favorisant un juste recours à la réalisation des actes de biologie médicale. Troisièmement, il permettra de soutenir l'innovation et le développement de vos missions de prévention. La prévention est en effet un axe majeur de votre profession qui est appelé à prendre de l'ampleur dans le contexte plus général de l'accélération du virage préventif de notre système de santé que je porte avec détermination. En ce qui vous concerne, je pense tout particulièrement au dépistage des infections sexuellement transmissibles. Le taux de dépistage a également été l'une des victimes de la crise avec une forte baisse des tests réalisés lors des périodes de confinement. Notre objectif doit non pas être de retrouver les taux d'avant la crise, mais bien de les dépasser pour toujours mieux protéger la population et notamment les jeunes. Le dispositif Au Labo sans ordo permettant de pouvoir se faire dépister sans ordonnance a été un véritable succès grâce à la forte implication des laboratoires. De l'expérimentation à la généralisation en 2022, c'est un levier essentiel qui est encore trop peu connu de la population. L'an dernier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a permis d'étendre l'accès au dépistage en laboratoire de biologie médicale sans ordonnance à d'autres IST avec une prise en charge à 100% des examens pour les moins de 26 ans. Je sais que vous l'attendez et je peux vous confirmer que l'arrêté permettant à cette mesure d'entrer en vigueur sera pris dans les toutes prochaines semaines. J'y veille personnellement car j'ai eu l'occasion dans mes fonctions précédentes de suivre les premières expérimentations de cette très belle initiative. L'innovation en biologie médicale est également portée par le développement du numérique en santé. Dans une logique de cercle vertueux, je crois que votre profession a une carte à jouer, une carte particulière dans le déploiement de ces nouvelles solutions numériques qui sont notamment des vecteurs importants de fluidification, d'efficience et de pertinence des parcours de soins. Des avancées importantes ont été obtenues ces dernières années, notamment grâce au chantier et au financement du Ségur numérique et à la mobilisation des biologistes dans ces travaux. C'est pourquoi je vous remercie de cet engagement et je vous invite à vous saisir pleinement des perspectives nouvelles offertes par mon espace santé et à poursuivre son alimentation avec les comptes rendus de biologie, notamment dans un format structuré, ainsi qu'à accroître le partage de ces comptes rendus aux autres professionnels et aux patients via les messageries sécurisées. Ce sera aussi une formidable opportunité pour la recherche, par ses bases de données structurées, ainsi que pour le développement de la médecine personnalisée. Sans biomarqueurs, et donc notamment sans biologie, pas de diagnostic précis, et surtout pas de stratégie thérapeutique personnalisée, préventive, prédictive et participative. Bref, pas de médecine de demain. Tout cela, évidemment, va conduire à des évolutions de votre métier. Finalement, en pleine évolution de notre système de santé, je sais les réflexions qui traversent votre profession. En particulier, le métier de biologiste médical reste régi par des dispositions spécifiques aux médecins et aux pharmaciens selon vos diplômes respectifs, ce qui est source de complexité. Je sais que vous êtes également inquiet quant au nombre de places vacantes pour la spécialité de biologie, tant du côté des étudiants en médecine que des étudiants en pharmacie. C'est un sujet de préoccupation que je partage, que nous partageons avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je le dis très clairement, le temps est venu d'ouvrir des travaux sur l'avenir de votre profession pour conforter son rôle central dans le système et renforcer son attractivité afin que les jeunes soient toujours plus nombreux à vouloir rejoindre vos rangs. Je souhaite ainsi
qu'une mission sur l'avenir de la biologie médicale s'ouvre dès le tout début de l'année 2024. Cette mission, elle est faite et construite pour vous et elle se fera avec vous. Toutes les portes et les hypothèses sont ouvertes. Elle traitera autant des évolutions du métier que du maillage territorial de la biologie, sans oublier les questions majeures relatives au rôle des biologistes médicaux dans la permanence des soins et la diffusion de l'innovation scientifique bien sûr, mais aussi organisationnelle ou numérique par exemple. Ce sont autant de conditions d'attractivité et de fidélisation de vos équipes. Et puis bien sûr, nous devrons parler de votre rôle important dans la pertinence des actes et des analyses et dans la maîtrise médicalisée des dépenses de santé dans un esprit de responsabilité collective et de développement durable. Prévention, numérique et attractivité, voilà 3 beaux défis pour l'avenir de votre profession que le riche programme de ces journées vous permettra d'approfondir. Je ne doute pas que vos échanges viendront utilement nourrir nos réflexions communes et nos échanges sont eux-mêmes très fructueux et régulier. C'est pourquoi je ne serai pas plus long afin de laisser place aux nombreux ateliers, aux expositions, aux conférences. Il ne me reste plus qu'à vous remercier une fois encore, à vous souhaiter de belles journées de l'innovation en biologie. Je vous remercie. Ça fait 20 minutes, à peu près 10 minutes par chapitre. Le premier, c'est l'attractivité. On sait très bien aujourd'hui que nous allons manquer de professionnels de santé. Personnel, oui, mais biologistes, l'attractivité de notre métier, faire qu'aujourd'hui, un certain nombre de biologistes, au sein de leur formation, au sein de la structuration même, il y a un partage entre le privé et le public. On voit aussi qu'il y a peut-être des aménagements à innover dans la fonction, c'est-à-dire avoir des statuts mixtes, avoir des possibilités de travailler privé-public, pour irriguer des territoires, pour permettre qu'il y ait une prise en charge des patients. Donc ça, c'est le premier sujet très important, dans lequel évidemment les internes, les ordres ont mobilisé les syndicats pour essayer de rendre un petit peu plus de possibilités d'avoir des étudiants qui rentrent chez nous. Et c'est aussi le rôle de nos entreprises, évidemment, de les intégrer. Mais c'est aussi la découverte, comme tu le dis, du métier, peut-être un petit peu plus tôt dans les études de médecine, de pharmacie, pour essayer de voir comment les internes pourraient choisir nos spécialités. On voit que la spécialité de biologie médicale, dans le concours de CN, évidemment, est en bas de la pile. Et ça nous inquiète énormément. Alors que, tu l'as dit, et c'est notre conviction partagée à beaucoup d'entre nous, nous avons un amour de notre métier. Enfin, en tout cas, on s'est intéressé à notre métier pour tout ce qu'il pouvait apporter. Et aujourd'hui, l'innovation, la technologie nous permet aussi de donner des éléments supplémentaires aux patients. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, dans les développements que le gouvernement souhaite, la coordination entre les professionnels de santé, les parcours complexes, là où un biologiste peut intervenir, on le verra dans les équipes de soins coordonnées, dans tout ce qui se met en place sur les territoires, au travers des missions qui sont données au CPTS. On voit tous ces enjeux-là, le biologiste doit pouvoir être présent et s'y trouver. Et je pense qu'il y a énormément de travaux de missions qu'on peut réaliser dans ce secteur. Un petit mot là-dessus, je donne tout de suite la parole à la salle. Vas-y, je te laisse. Alors bon. Est-ce que le micro marche? Oui. Sur ces sujets-là, juste, je précise quelle casquette je n'ai pas. Je ne suis pas directeur général de l'offre de soins ou directrice générale de l'offre de soins. Je ne suis pas Marie Daudet, vous l'aurez remarqué. Donc ma réponse, en partie sur l'attractivité, elle va être celle, alors du DGS bien évidemment, mais un petit peu du médecin de santé publique et finalement confronté. J'ai accueilli les internes de ma spécialité il y a de ça quelques semaines, donc tous les internes de France, et vous donner mon point de vue finalement plus de médecins de santé publique que on va dire, de dirigeants au sein du ministère de la Santé. Ce que je pense sur l'attractivité et où j'ai quand même je suis positif de nature, donc pour tout le monde effectivement peut-être un peu trop, mais ça sera moi et mon psy, mais on voit les choses changer. Un des défis qu'on a en France et un des défauts qu'on a en France, pour moi il y a deux choses, y compris d'ailleurs dans le plus jeune âge. On a un défaut de culture scientifique, qui est un point important, parce que nos métiers, quand même, sont directement liés à la science. Et quand je dis un défaut de culture scientifique, c'est vrai chez nos plus jeunes, c'est vrai chez nos collégiens, c'est vrai chez nos lycéens, si bien, en fait, que les métiers de la science, au sens large, donc la médecine, la pharmacie, mais j'ai envie de dire d'autres métiers que sont les ingénieurs, souffrent aujourd'hui d'un défaut d'attractivité structurelle.
qu'on n'a pas dans d'autres pays. C'est aussi un point important. Je pense qu'il y a eu un désamour des métiers de santé dans nombre des pays, mais que dans nombre de pays aussi, la recherche a attiré, les éléments, on va dire les carrières scientifiques ont attiré. Ça, c'est un petit peu en train de changer. Et il va falloir que ça accélère. Et donc, moi, je pense que nos métiers, en fait, bien sûr qu'il faut en parler à l'internat, à l'externat, mais nos métiers du soin, nos métiers, j'ai envie de dire les métiers du social, parce que je pense que effectivement, la personne ne peut être prise que dans une forme de globalité, doivent être connus beaucoup plus tôt à l'école. Et c'est là aussi où les sujets de santé, pour moi, croisent. C'est-à-dire que si à l'école, les plus jeunes enfants ont conscience finalement de ce qu'est la santé, de ce que sont les problèmes de santé, de comment on mesure des problèmes de santé, on peut expliquer ça très clairement à des enfants. On n'est pas obligé d'utiliser les mots que je viens de dire, mais effectivement sur l'alimentation, sur expliquer à un enfant la pollution et l'environnement, c'est quelque chose qui est totalement possible. Et donc si on arrive à renverser la culture de nos plus jeunes générations sur les enjeux de santé, sur les enjeux scientifiques, et encore une fois je le dis parce qu'on verra ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais de ce que je sais ou de ce que je pressens, typiquement par exemple sur les inscriptions en école d'infirmiers et d'infirmières, on a eu une augmentation des souhaits d'inscription, ce qui est plutôt une bonne chose. De la même manière, sur Parcoursup, alors encore une fois, c'est pas un sujet DGS, donc je vais prendre un petit peu de précaution, mais en fait les études de santé ont été choisies, on va dire, avec des rangs qui étaient des rangs élevés. Et donc l'attractivité, elle va passer par effectivement, travailler les futures générations. Pour moi, ça c'est le premier point. Mais ce qu'on n'a pas fait, je le dis, on a sans doute effectivement polarisé les messages sur d'autres métiers que les métiers de la santé et du social. La deuxième, c'est que former des générations, ça ne se fait pas immédiatement. Et donc effectivement, sur l'attractivité, c'est comment on va pouvoir ramener aussi à la fois celles et ceux qui ont choisi d'autres exercices. Ça, c'est un point important. Et surtout, et moi je pense, c'est faire que les gens n'arrêtent pas. Ça, c'est un autre point important pour les professionnels de santé. Et donc, c'est pour ça, quand je dis donner des perspectives et donner un avenir, c'est pas simplement, encore une fois, un slogan ou un slogan politique. Je pense que c'est une vraie réponse. Et après, encore une fois, il y a d'autres leviers sur l'attractivité, à la fois sur les délégations de tâches ou l'évolution des compétences ou même des sujets de rémunération. Ça, je ne le nie pas, mais on va dire que c'est moins dans mon portefeuille aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faut pas résumer l'attractivité qu'aux questions telles qu'elles ont été finalement analysées ces dernières années, c'est-à-dire une attractivité sans doute trop orientée attractivité RH et pas suffisamment attractivité métier, je le dis, et je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux et que c'est un axe de la réponse. Une question ? Oui ? Tu as le micro. Question rapide, il est devant toi le micro. Rapide et courte, comme tu sais faire d'habitude. Et des gentilles questions. Merci François. Je voulais d'abord vous remercier, monsieur le directeur général, pour les propos élogieux que vous nous avez permis d'écouter sur notre profession. Ma question va porter sur l'attractivité et j'ai senti la sympathie que vous aviez pour notre profession et j'aurais tendance à dire que nous avons quelque chose qui nous a mis dans le même bateau, c'est-à-dire dans l'examen le classement national, les deux dernières professions en France, c'est la santé publique et la biologie. Alors, ne nous étonnons pas. Aujourd'hui, l'attractivité pour la biologie, on a un indicateur qui est parfaitement pertinent, c'est que finalement, les biologistes ne s'y intéressent plus. Les jeunes biologistes n'ont pas envie de venir dans ce bateau. Alors, pourquoi ? Eh bien, alors, il y aura peut-être plusieurs raisons. On pourrait parler de raisons financières, on peut exposer en deux mots la complication du système et la quadrature du cercle. Ceci étant, aujourd'hui, nous sommes aux journées de l'innovation de la biologie. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que votre éloge de la biologie, moi, je l'ai perçu comme un éloge funèbre. Et les journées de l'innovation, ça veut dire que les journées de l'innovation, c'est aujourd'hui. Et quand on va partir chez nous, il n'y aura plus l'innovation. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. La crise sanitaire, elle nous a fait apparaître que finalement, il existait des chapelles qui faisaient que le progrès de la biologie nous était confisqué, en tout cas dans le libéral.
Exemple, la PCR à laquelle nous n'avions pas accès. Aujourd'hui, à l'occasion de cette même crise sanitaire, nous avons mis en place des plateformes génomiques. Il y en a une privée, il y en a 20 publiques. C'est-à-dire que finalement, l'avenir de la biologie privée, en matière d'innovation, au travers de la génomique, il nous a été définitivement confisqué. Quand on voit à quelle vitesse certains paramètres apparaissent au niveau de la CHAB, on voit bien qu'on est en retard. Et donc on va chaque fois prendre le wagon du train qui ne nous amène pas là où nous voudrions arriver, c'est-à-dire l'innovation. Alors pourquoi tout cela? Eh bien parce que nous avons un système de financement de la biologie qui est tributaire aujourd'hui, bien entendu, des ressources financières, et c'est Bercy qui va décider. Et là, j'en arrive peut-être à moi, mon diagnostic. Vous disiez que 70% des diagnostics étaient faits par la biologie. Mais moi, je vais faire le diagnostic de l'échec, finalement, de la prise en charge financière de la santé des Français. Nous avons un rapport sénatorial qui nous dit qu'en France, il y a 10 millions de cartes de sécurité sociale, de cartes vitales, de plus qu'il y a d'habitants. C'est-à-dire que cela laisserait penser que 10% du budget de l'assurance maladie s'évapore. Alors évidemment, il n'y a pas d'argent. Alors peut-être que ce rapport sénatorial est bidon. Je pense quand même qu'on peut s'interroger. Est-ce que tu peux poser ta question? J'ai dit, donc ma question c'est, est-ce que vous pensez réellement ce que vous avez dit et que l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui va être proposé à nos jeunes pour qu'ils viennent venir dans cette profession et dans ce bateau qui, pour moi, est en train de couler. C'est le résultat des statistiques. Je vous remercie, monsieur Léger. Je te remercie. C'est la différence entre les optimistes et les pessimistes. Mais ce qui n'est pas grave, parce qu'en fait... On le connaît. Hein. Moi pas, mais en fait, on vit Ça fait 20 ans qu'on le connaît. Mais on vit dans un monde qui est effectivement... Il est toujours là. Mais donc, ma réponse est... Je vais pas aller sur la dernière partie de la question qui n'est pas dans mes compétences, mais prenons l'exemple quand même de la surveillance génomique. Juste parce que la question est portée sur la surveillance génomique. Aujourd'hui, on fait de la surveillance génomique effectivement dans un laboratoire privé. Par ailleurs, dans le réseau des centres, pour le coup, des centres nationaux de référence, mais aussi dans les laboratoires qui participent à ce réseau, il y a des laboratoires privés qui font aussi de l'aide à la décision et de l'aide au diagnostic sur les cliniciens. Sur la surveillance génomique aujourd'hui, la question, et c'est pour ça que dans mes propos, j'ai parlé de surveillance génomique réactive, c'est que si demain, effectivement, on doit resurveiller massivement certains virus. Soit dit en passant, aujourd'hui, quand on regarde effectivement les séquences qui sont envoyées, toutes les séquences sont envoyées sur le Covid pour de la surveillance génomique, mais il y a peu de séquences positives qui sont envoyées. Et donc on ne va pas non plus surdimensionner des réseaux simplement pour le plaisir de surdimensionner des réseaux, sinon quoi? 1, on utilise l'argent des Français à mauvais escient. 2, ça n'aide pas à l'action et au pilotage. Et donc sur l'innovation, et c'est pour ça que j'ai aussi parlé de l'innovation, on va dire, du quotidien et de l'innovation particulièrement disruptive, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux et qu'en fait, on a quand même plein de petites innovations qui vont faire que, oui, que la vie va être plus simple, y compris pour les jeunes confrères, y compris pour les patients. Et quand je parle de l'exposome, quand je parle du numérique, je suis désolé, mais si demain, en fait, on arrive avec une meilleure description de l'exposome et des paramètres biologiques nouveaux à surveiller, à modifier radicalement les comportements. Mais donnons l'exemple de la chlordéconémie dans les Outre-mer, en fait. Quand je suis en Martinique et en Guadeloupe, je fais une prise de sang et que je vais rechercher la chlordécone, en fait, aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas quels sont les seuils, c'est un point important, mais en fait, je sais que je suis exposé, et donc je vais modifier soit mon alimentation, soit la manière dont je vis, donc je vais améliorer mon état de santé. Et en fait, c'est bien ça qu'il faut proposer aux jeunes. C'est-à-dire que moi, un jeune confrère, quel qu'il soit, la réponse, ça va être oui, il va y avoir de l'innovation. L'innovation qui va faire que les voitures vont voler ou on va se télétransporter, peut-être pas demain matin. Par contre, de l'innovation qui va faire que demain, l'état de santé de notre population va pouvoir être amélioré, oui, je le pense sincèrement. Et finalement, ça vient à la motivation initiale du choix de ces métiers-là. Et c'est sans doute une des difficultés qu'il y a eu aussi ces dernières années dans beaucoup de métiers associés à la santé. Je ne parle pas de votre spécialité ou de ma spécialité, mais il ne faut pas se tromper qu'il faut faire effectivement médecine ou pharmacie à la fin pour améliorer le monde et pour soigner les gens. Voilà. Merci beaucoup. Le deuxième chapitre, le plus important pour nous, c'est effectivement pour la première fois un ministre apporte son mot prévention et le ministre a insisté, Aurélien Rousseau, sur ce domaine. Dans la prévention, on a souvent souhaité, nous, l'introduire
dès le départ, dépistage, prévention. Ça a fait partie du premier accord que nous avions avec la Sécurité sociale il y a plus d'une dizaine d'années avec Frédéric Van Breukelen. On n'a jamais, aujourd'hui, réussi finalement à entrer vraiment et à entrer le métier et notre profession dans le secteur de la prévention. Il y a effectivement aujourd'hui des éléments qui ont été donnés de prévention. On sait que la prévention en France et le dépistage ne fonctionnent pas forcément très bien. On le voit sur le cancer colorectal, on voit sur le cancer du col de l'utérus. Il y a des possibilités aujourd'hui effectivement de développer cette prévention, de permettre, et c'était une première expérimentation avec l'HIV sans ordonnance, ça a permis à des Français de rentrer dans le système de soins, d'être repérés et d'être pris en charge beaucoup plus tôt, ce qui permet évidemment d'avoir des frais et des dépenses beaucoup plus économiques après, sur le long terme. Prévention, ça c'est pas dans les 2-3 années, ça s'inscrit sur une durée assez longue. Aujourd'hui, le ministre affiche très clairement cette prévention comme une priorité numéro 1. On le voit aujourd'hui, par exemple, pour l'HPV, nous sommes liés à un système d'ordonnance, nous sommes liés, alors la Sécurité sociale va reprendre le contrôle des centres de dépistage et envoyer des convocations. On a demandé, nous, par exemple, que cette convocation puisse servir d'ordonnance dans nos laboratoires pour qu'on puisse faire ce test HPV. Donc on voit bien qu'on est prêt, on a les technologies grâce évidemment à cette crise Covid aujourd'hui qui s'est développée dans toutes nos structures. Donc on a la proximité, on peut rendre cela. On voit par exemple aussi dans le domaine du cancer colorectal que le pharmacien délivre le kit. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est tous ces éléments-là concurrentiels qui disent à un moment donné, moi ce que je regarde, c'est les Français, comment on les prend en charge, comment on peut tous participer, non pas simplement sectoriser la participation, mais tous être co-acteurs de cette prévention. Un petit mot là-dessus, avant qu'on laisse la parole à une question à la salle, avec plaisir. Merci Grégory. Merci. Pour répondre très franchement à ta question, en fait, là pour le coup, je peux être un tout petit peu plus négatif que dans mon discours. Si je fais donc j'ai 40 ans, j'ai commencé médecine quand j'avais 17 ans, j'ai fini mon internat quand j'avais 30 ans, j'ai entendu parler de la prévention depuis le début de mes études de médecine. L'erreur qu'on a faite, je pense, en France, collectivement, et donc c'est pour ça que je parle rarement d'erreur, mais c'est qu'on a mis la prévention à côté du soin. Mais on l'a fait régulièrement avec une bonne volonté. C'est-à-dire que ce n'est pas une erreur simplement... on ne s'est pas trompé pour s'être trompé. En fait, on s'est dit à un moment dans notre vie, et quand on fait les cours de médecine, c'est ce qu'on explique, que vous avez le curatif et le préventif. En fait, je pense que l'erreur intrinsèque de pourquoi aujourd'hui en France on n'a pas plus multiplié la prévention, c'est qu'on s'est obligé à différencier la prévention du soin. Ce qui veut pas, quand je dis ça, précisément, je pense que la prévention, je le dis, la prévention, elle doit être partout. J'étais hier avec des élus locaux. Quand un élu local choisit le menu de sa cantine, c'est de la prévention. Quand l'élu local il choisit de mettre des lignes des stations de vélo plutôt que des lignes de bus, c'est des mobilités douces, c'est de la prévention. Quand un élu local choisit de planter des arbres, c'est des îlots de fraîcheur qui va prévenir demain de la canicule. Tout ça, c'est de la prévention. Quand dans le monde de l'entreprise, effectivement, on réfléchit à la circulation à l'intérieur des bâtiments, c'est de la prévention. Et en fait, on a polarisé sans doute un petit peu trop cette dichotomie entre il y aurait la prévention dans l'absolu partout pour tous, auquel je crois, encore une fois, dans le monde du travail, dans l'environnement, dans le monde de l'école, mais par contre que les professionnels de santé, en fait, feraient la prévention un petit peu à côté de son activité. C'est ce qu'Aurélien Rousseau, dans ses échanges, appelle le petit supplément d'âme, ou quand on avait le temps, ou quand on a le temps. Je le dis aisément que mes jeunes collègues ou mes confrères du quotidien, en fait, moi, quand j'ai fait médecine, on m'a appris notamment dans ce qu'on appelle l'histoire de la maladie ou dans l'observation médicale à aller chercher les facteurs de risque cardiovasculaire. Est-ce que monsieur vous fumez? Est-ce que monsieur vous buvez une bouteille d'alcool par jour? Non, pas une bouteille, mais un verre. Bon, alors je note un verre. Est-ce que vous habitez au 5e étage? En fait, tout ça, sincèrement, y compris dans l'exercice, ça s'est un petit peu perdu. Et donc, pour moi, l'enjeu important de demain, en fait, c'est de reprendre ce réflexe préventif et de le coller plus dans le soin. Et donc, moi, je pense que vraiment, la prévention, elle fait partie intégrante du soin. Il faut arrêter avec l'approche curative, l'approche préventive.
voyez, au quotidien, on nous explique qu'on est des technos. Moi, je pense qu'on a technoisé ces concepts, si bien qu'aujourd'hui, en fait, il y a ceux qui feraient de la prévention et ceux qui ne feraient pas de la prévention. Moi, mon message, en fait, c'est qu'il faut que demain, alors après, je vais être précis sur ta question, François, en fait, tout le monde doit faire de la prévention. Et quand je dis tout le monde doit faire de la prévention, on a des moments dans la vie, y compris d'ailleurs quand on va passer un examen. J'ai été un fervent défenseur de Paris sans ordo et de la disposition qui a effectivement permis d'accéder au VIH, demain d'autres IST gratuitement et sans ordonnance. Mais il faut effectivement que demain, associé à ça, on ait beaucoup plus de conseils qui soient associés à nos jeunes. Il ne suffit pas de se dire, tiens, je vais aller faire un test VIH pour savoir si oui ou non je suis séropositif. Mais en fait, si j'en fais 1, si j'en fais 2, si j'en fais 3, il y a peut-être un moment derrière où on se dit, bah, tiens, si la personne a fait 4 tests dans les 6 derniers mois, c'est peut-être qu'en fait, alors tant mieux, d'ailleurs il faut la féliciter et lui dire c'est bien, enfin, c'est une bonne chose, c'est pas de culpabilisation, mais peut-être se dire, bon bah voilà, et vous savez d'ailleurs que, est-ce que vous êtes sous PrEP, monsieur? Ah bah non, je suis pas sous PrEP. Bah, si vous faites des tests, c'est que peut-être vous avez... Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que la prévention, pour moi, je pense que vraiment, va y avoir la prévention directement associée à la biologie, je suis totalement d'accord avec toi, mais on va dire la prévention très clinique, je pense que le biologiste demain devra avoir un rôle accru, notamment, et je l'ai dit, au regard des sujets santé environnementaux, parce que je suis certain qu'en mesurant certains paramètres d'exposition, il faudra délivrer beaucoup plus de conseils, notamment parce qu'on va avoir des parcours de soins qui sont complexes et il va falloir délivrer ces conseils aux patients. Donc pour répondre à ta question, je pense que la prévention, vous avez à plusieurs reprises posé plein de bonnes idées. Vous étiez sans doute précurseur de ce que sera, on va dire, le monde de demain en matière de prévention, parce que oui, en fait, la prévention, elle sera associée aux soins. Et quand on fait mon bilan prévention, même si je sais qu'aujourd'hui les biologistes tels que le dispositif est prévu ne sont pas dedans, quand j'ai dispositif, c'est le dispositif législatif. Mais quand on choisit en France, effectivement, de faire que des pharmaciens, des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, tous payés pareil, ça c'est une innovation, vont consacrer 30 à 40 minutes pour parler prévention, analyser un auto-questionnaire et faire des plans priorisés de prévention avec leurs patients, ça va dans le bon sens et c'est une bonne chose. Et en fait, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir avancer, c'est remettre de la prévention dans le souhait et dans du quotidien. Pour ça, il faut du temps, je ne suis pas naïf non plus, et il faut de la valorisation. Et ça fait quand même plus d'une dizaine d'années effectivement qu'on se connaît. Je pense qu'il a essayé en tout cas de vous parler franchement, et en tout cas pour sa présence. Merci, et on espère on va se mettre tous autour de la table au mois de janvier 2024. Merci beaucoup.